The Dating Game. Here's the star of our show and your host, Jim Lange. Hey! Thank you. Thank you very much. Thank you. Jim Lange présente l'équivalent américain de tournée manège où une femme doit choisir un homme avec qui elle accepte un rendez-vous. And welcome to the dating game. Le 13 septembre 1978, c'est Cheryl qui doit choisir entre Rodney, Jed et Armand. Elle choisit Rodney. Il gagne un voyage dans un parc d'attractions et des cours de tennis, mais après le tournage, elle refuse le rendez-vous. Elle apprendra 2 ans plus tard que Rodney Alcala était un tueur en série, coupable de plusieurs dizaines de meurtres. Could you say hello to Cheryl, please? We're gonna have a great time together, Cheryl. Le 26 mai 2013, un remorqueur fait naufrage au large du Nigeria lors d'une opération. 2 jours plus tard, des plongeurs sud-africains descendent à 30 mètres de profondeur pour fouiller l'épave et récupérer les corps des 12 membres de l'équipage. Ils en trouvent 10, et Harrison Okene, le cuisinier, qui est retrouvé vivant dans une bulle d'air dans laquelle il a passé 2 jours à moitié nu, sans nourriture, à réciter des psaumes que sa femme lui avait envoyés la veille. Le Guinness Book des records indique que Roy Sullivan, un ranger au parc national de Shenandoah, est l'homme qui a le plus été touché par la foudre. Il a été frappé 7 fois, et la 6e fois que ça lui est arrivé, il a eu l'impression d'être poursuivi par un nuage et a essayé de s'enfuir. Mais il s'est fait frapper quand même. Mais pourquoi tu me racontes tout ça? Juste pour te faire comprendre que certaines choses ne veulent simplement pas mourir. Échec et mat. Oh non! C'est qui le plus fort? Batman. Ouais, c'est Batman. Donc Highlander 2 Le Retour est un film franco-britannique sorti le 12 avril 1991 au Royaume-Uni et c'est la suite du premier Highlander. Perspicace. Et merci répare. Et me voici donc bien embêté car vous comprendrez aisément que je suis obligé de résumer Highlander pour pouvoir commencer à vous parler d'Highlander 2, mais en même temps je me doute qu'une grande partie d'entre vous connaît déjà Highlander. Je propose donc à ceux qui sont déjà familiers avec le premier film de concentrer leur attention sur le coin inférieur droit de l'écran pendant la séquence qui va suivre. Donc Highlander raconte l'histoire de Connor MacLeod, un Écossais du XVIe siècle qui est tué sur le champ de bataille mais qui, à la surprise de son clan, ressuscite. Il est chassé pour sorcellerie et rencontre pendant son exil Ramirez, un Égyptien interprété par Sean Connery, qui lui apprend qu'ils sont tous les deux immortels, que lui est né en 896 avant Jésus-Christ, que l'immortalité est une malédiction et que le seul moyen de s'en débarrasser est de décapiter d'autres immortels jusqu'à rester le dernier immortel en vie. Ramirez est tué pendant un combat contre le méchant du film. Le temps passe, MacLeod traverse les époques jusque dans les années 80 où il arrive à tuer le méchant, ce qui fait de lui le dernier immortel sur Terre et il redevient donc mortel. Une fin claire, nette et précise. Sauf que certaines choses, Jérémy, certaines choses ne veulent pas, ne veulent pas Moulin Rouge. Bon, Highlander 2 est réalisé par Russell Mulcahy, réalisateur australien du premier Highlander, qui est également à l'origine d'à peu près 7 milliards de trucs différents aussi variés que The Shadow, un film de super-héros avec Alec Baldwin, des épisodes des Contes de la Crypte, Resident Evil Extinction, le clip de Video Kill the Radio Stars des Buggles, quelques films sur les momies dont Le Roi Scorpion 2 et Razorback, un film avec un sanglier géant qui fout la merde en Australie. Mais évidemment, de tous ces films, on retiendra surtout Highlander, qui malgré un succès commercial très mitigé à l'international, à part en France, a connu un second souffle lors de son exploitation en vidéo, et face à cet enthousiasme, une suite était bien évidemment à redouter. Quoi de plus normal? Un ornithorynque. Sur un hippopotame. Sur un ornithorynque. Sur Jérémy, qui fait de la capoeira, sur Gilles, qui fait du coupé-décalé. Sur un ornithorynque. Parce que faire une suite à un film dont tout le principe repose sur le fait qu'il ne peut en rester qu'un et qu'à la fin il n'en reste effectivement qu'un est clairement une très étrange idée. Mais à l'improbable, nul n'est tenu et les procès d'intention c'est pas mon genre. C'est donc avec des yeux remplis de tolérance que je vous demande de me suivre dans ce curieux projet qu'est Highlander 2, Le Retour. Donc Highlander 2 commence par une petite scène d'introduction qui contextualise le film. Nous sommes dans le futur, en 1999, où le trou dans la couche d'ozone met en péril la survie de l'humanité. Une poignée de scientifiques menée par Connor MacLeod décide en dernier recours de mettre en place un bouclier tout autour de la Terre pour protéger cette dernière des radiations du Soleil. On se souviendra de ce jour pendant des siècles. Le jour où la planète sera enfin à l'abri du Soleil. Bon, pour moi, une Terre à l'abri du Soleil, c'est une Terre morte, mais en même temps, je suis pas un scientifique du futur, donc ils enclenchent le bouclier, et attention, va y avoir une ellipse. Ah chouette! Tiens, c'est pour regarder l'ellipse sans se faire mal aux yeux quand la station Mir va tomber sur Paris. Ah mais t'es complètement niqué de la tête en fait. Voilà, donc on se retrouve 25 ans plus tard, plus de soleil, plus de lumière, et c'est beaucoup plus dur pour la maquilleuse de faire son travail. Donc c'est ici, dans un futur apocalyptique peuplé de figurants en roue libre, Hey, ça c'est ma bite. c'est sa bite man, que va se dérouler l'intrigue du film. On apprend par un flash info que la multinationale Bouclier, dont je vous laisse deviner l'activité, Il
Quelque chose dans le jardinage? exerce un monopole sur les prix de l'énergie, ce qui rend l'humanité entièrement dépendante d'elle. Face à cela, une organisation écologiste menée par un personnage interprété par Virginia Madsen, une actrice que j'aime beaucoup notamment pour son rôle dans l'excellent film d'horreur social Candyman, et si vous n'avez pas vu Candyman, j'en profite pour vous le recommander très vivement, pirate la corporation afin de récupérer des informations compromettantes sur cette dernière, et découvre que le bouclier autour de la Terre n'est plus nécessaire depuis un moment déjà puisque le trou dans la couche d'ozone s'est résorbé et que le niveau de radiation est redevenu normal. Alors voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours les méchantes corporations contre le pauvre petit peuple. Non, il serait temps de sortir de ces clichés, je veux dire, dans la vraie vie ça arrive jamais ça. Non mais les gars, personne n'est aussi méchant. Ok, allez-y, trouvez-moi des exemples. California's attempt to deregulate energy markets became a disaster for consumers when companies like Enron manipulated the West Coast power market and even shut down plants so they could drive up prices. Ok, c'est vrai, il y a eu des crapuleries, mais c'est surtout une histoire de représentation. Regardez, là, on nous les montre en train de se moquer des gens qui privent d'énergie, et ils prennent clairement plaisir à les voir souffrir. Personne ne peut être aussi cynique devant la douleur de... During California's rolling blackouts, when streets were lit only by headlights and families were trapped in elevators, Enron energy traders laughed. Those guys, just cut them off. They're so f***ing. They should just bring back f***ing horses and carriages and lamps. I know, kerosene lamps. All the money you guys stole from those poor grandmothers of California? Yeah, Grandma Millie, man. Yeah, now she wants f***ing money back for all the power you charged jammed right up her ass for f***ing $250 a megawatt hour. Oh putain de merde, le vieux Christophe Lambert avait raison, on a complètement niqué le monde. Marty s'est fait voler l'almanach, il y a plus aucune échappatoire. Biff, c'est Donald Trump, Biff. T'inquiète pas. Tu peux toujours te réfugier dans la drogue. Bref, je dois admettre que je suis plutôt sur le cul. Déjà parce que le film occulte complètement l'idée des immortels, ce qui est vraiment courageux, et en plus parce qu'ils ont l'air de vouloir transformer la licence en fable d'anticipation. Et ça, c'est un parti pris franchement très surprenant. J'avoue que je m'attendais pas à me retrouver devant un film engagé. Et puis, au-delà de ça, malgré quelques approximations techniques et un style assez daté, il y a des vraies idées de mise en scène, parfois très élégantes. Genre là, c'est un plan à la grue assez stylé qui va se terminer sur... Souviens-toi, Highlander. Souviens-toi de ta patrie. Une autre galaxie. Tu as été choisi. Te souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Zeist, le commencement. Il y a 500 ans. Sur la planète Zeist. Nous préparions une rébellion. Nous nous voyions en secret, en faisant toujours attention d'éviter notre ennemi mortel, le général Katana. Ok. Alors, on respire un grand coup et on essaye de réorganiser ses pensées. Donc, ce moment précis est l'instant où ils sont partis en couille. Ils ont complètement pété un câble, c'est dingue. Donc, en quelques secondes à peine, on a eu Christophe Lambert qui se met à penser avec une voix de vue alors qu'on l'a déjà entendu penser avec une voix normale. Plus de soleil, plus d'étoiles. Oui, je m'en souviens. La voix de Sean Connery qui communique avec lui de l'au-delà. Souviens-toi, Highlander. Et surtout, Zeist. Jérém, je crois que la drogue était effectivement la solution. Donc, à partir de là, le film décide d'effacer intégralement le premier. Comme ça, d'un revers de la main, rien à foutre, Zeist. Pourquoi les immortels sont des extraterrestres alors qu'ils sont complètement humains dans le premier film? Zeist. Pourquoi MacLeod et Ramirez se connaissaient aussi bien il y a 500 ans alors qu'on les voit se rencontrer pour la première fois en 1541? Zeist. Et que Ramirez est mort la même année? Zeist. Pourquoi n'est-il fait aucune référence au fait que ce même Ramirez soit né en 896 avant Jésus-Christ? Zeist. Un mot qui signifie « on t'emmerde ». On t'emmerde à fond, mon gars. On en a rien à branler que le premier film existe. On est dans un autre délire, nous. On est des fous. T'es pas content? Bah fais-le ton Highlander 2. Vas-y, connard, fais-le. Fais-le sans Christophe Lambert. Fais-le sans pognon. Ruine-toi pour qu'on puisse te foutre un procès au cul pour plagiat, enfoiré de fan de merde. Et c'est aussi une petite ville aux Pays-Bas dans la province d'Utrecht. Un endroit absolument charmant. Donc il y a 500 ans sur la planète Zeist, MacLeod est désigné par Ramirez comme le sauveur, l'élu, le Jésus, le Superman, le Néo, l'Édouard Balladur, un intrus est caché dans la liste, qui a pour objectif de sauver le peuple de Zeist de la terrible tyrannie du méchant général Katana, un méchant encore plus méchant que les méchants de la multinationale, interprété par Michael Ironside, formidable acteur qui joue dans Scanners, Total Recall, Starship Troopers, Le goût des autres ou encore Un air de famille. Donc la révolution que fomentaient MacLeod et Ramirez tombe à l'eau très rapidement, je dirais que ça dure à peu près 4 secondes, et ils sont punis par le conseil des sages télépathes. Vous, les meneurs de la rébellion, avez été convaincus de trahison envers notre gouvernement. Parce que les personnages télépathes sont un fantastique moyen de tourner une scène avant d'en avoir écrit les dialogues et ensuite d'enregistrer leur voix en post-production pour faire dire aux personnages ce qu'on veut. Une autre technique utilisée notamment dans Cinéman de Yann Moix consiste à tourner les scènes normalement et à coller dessus des dialogues qui n'ont rien à voir en espérant que personne ne s'en rendra compte. Non mais Alice, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait, Alice Delou? Vous pouvez retrouver ces techniques et presque une autre dans le livre Les 2 astuces et demie du scénariste de merde de Christian Racé, sorti aux éditions Bref, les sages ventriloques condamnent nos héros à l'exil sur Terre où ils seront immortels jusqu'à ce qu'on leur coupe la tête, blablabla, on connaît. De retour sur
sur Terre, donc 500 ans plus tard, MacLeod rencontre la chef des écolos qui lui explique qu'il y a quelque chose de louche avec la société Bouclier. Ils ont à peine le temps de faire connaissance qu'ils sont interrompus par les hyènes du Roi Lion. 2 assassins envoyés par le général Katana pour tuer MacLeod. Question. Oui. Pourquoi il a attendu 500 ans pour envoyer des tueurs? Zeist. Donc MacLeod planque la rebelle dans une poubelle juste sous les yeux des méchants, qui je le rappelle sont des tueurs professionnels envoyés par un seigneur des ténèbres venu d'une autre planète pour assassiner un guerrier légendaire, mais qui ont encore un peu de mal quand il s'agit de toucher un vieillard qui s'enfuit à petite foulée. Et après quelques cabrioles, ma foi du plus bel effet, MacLeod les décapite l'un après l'autre. Le premier coupage de tête a pour effet de lui rendre son immortalité et sa jeunesse, parce que Zeist, et le second de ressusciter Ramirez en hurlant son nom, ce qui tire un éclair qui rebondit sur le bouclier et fait revenir ce dernier du monde des morts en plein milieu d'une représentation d'Hamlet en Écosse. Musique. Non, monsieur le régisseur moustachu farfelu, vous ne m'aurez pas avec vos subterfuges formels. Il n'y a pas un seul air de cornemuse qui peut me faire oublier ça. Il a été décapité. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Et quand un immortel se fait décapiter, il meurt. C'est la règle, faut s'y faire. On décapite un immortel, il meurt, point. Alors oui, maintenant que vous le soulignez, ça paraît un peu couillon, mais c'est comme ça. Arrêtez de faire les enfants et admettez ce simple fait. On est dans Highlander, pas dans Candyman. Prononcer le nom d'un mort ne le fait pas revenir à la vie. Et merde, même si c'était le cas, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Pourquoi attendre plusieurs dizaines d'années pour le ressusciter alors qu'il aurait pu visiblement le faire à chaque fois qu'il a décapité un immortel, ce qui arrive déjà un paquet de fois dans le premier film. Monsieur MacLeod, excusez-moi de vous le dire comme je le pense, mais vous êtes bien ingrat. Oh mon dieu, attention derrière toi, une intrigue amoureuse. Ok, il lui a donc suffi d'approximativement 12 secondes pour choper l'unique personnage féminin du film, qui était pourtant, ma foi, jusque-là plutôt traité comme un personnage fort, donc c'est assez surprenant quoi qu'on ait besoin de la rusher en intérêt amoureux du héros. Je suis Louise Marcus de Flagstaff, Arizona. Super, je vais t'appeler personnage-fonction, c'est plus court. Alors pendant que MacLeod et Louise Marcus de Flagstaff, Arizona discutent, enfin je sais pas si ça s'appelle discuter en fait. Quelle nuit. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que je fais ça tous les samedis soirs? Disons que c'est une espèce de magie. Non, c'est pas de ça que je parle. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc ils échangent aléatoirement des lignes de dialogue, et pendant ce temps, à Zeist... Non, pas ce Zeist-ci, ce Zeist-là, le général Katana décide de venir lui-même sur Terre défoncer MacLeod parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et prouver à quel point il a la haine contre la société en faisant foncer un métro à une vitesse qui décoiffe bébés et mannequins. Pendant ce temps, Ramirez en Écosse se fait faire un costume et fonce prendre un avion, ce qui l'effraie puisqu'il ne sait pas ce qu'est un avion, et accessoirement que les vidéos de sécurité sont réalisées par un enfoiré complètement psychopathe dans un ciel de l'enfer des effets spéciaux au-dessus du désert écossais. Et je pense que toutes ces distractions ne sont là que pour nous empêcher de nous poser la seule et unique question qui devrait obséder vos esprits au moment où je parle. Pourquoi un extraterrestre qui a voyagé des millions d'années-lumière, je suppose, a-t-il peur d'un avion? Après, c'est pas parce que c'est un extraterrestre qui connaît les avions. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Bah ça. T'as juste dit ça, c'est quoi, et après tu nous as regardé sans bouger? Attends, vous voulez dire que toutes ces images sont dans ma tête? Après ça, on a une double réunion. Katana et le patron de la multinationale forment une alliance des méchants, et Juan Sanchez Villalobos Ramirez retrouve Connor MacLeod du clan des MacLeod et Louise Marcus de Flagstaff, Arizona. Ça papote, et finalement les gentils lancent l'assaut sur le repère des méchants, où ils sont accueillis par 200 chargeurs qu'on leur vide dans la gueule, ce qui fait qu'on les envoie à la morgue. Allez-y, vous en mourrez d'envie. Général Katana, on les a eus! Parfait, demande à tes gardes de leur trancher la tête. Ok les gars, il faut bien leur trancher la tête. Et c'est gagné. Ouais! On constate qu'ils ont malgré tout réussi à planquer Louise dans le coffre de la bagnole sans qu'elle se prenne une seule balle. Alors ça, c'est une technique d'esquive des steaks nazes. C'est Gilles qui m'a montré. C'est comme ça. Bref, ils se réveillent à la morgue sans que personne donc ne leur coupe la tête, mais se retrouvent malgré tout très vite pris au piège par le méchant patron, ce qui pousse Ramirez à se suicider en utilisant le pouvoir de l'amitié pour que les deux autres puissent s'en sortir. Musique! Non, monsieur le régisseur moustachu farfelu, aucun air de cornemuse ne m'empêchera de me poser ces questions. 1. Pourquoi Ramirez a soudain le pouvoir de repousser les ventilateurs? 2. Pourquoi meurt-il alors qu'il ne s'est pas fait couper la tête? 3. Pourquoi a-t-il le pouvoir d'ouvrir la porte par la pensée? Gvar. Si il a le pouvoir d'ouvrir la porte par la pensée, pourquoi ne se contente-t-il pas juste d'ouvrir la porte par la pensée? Gvin. Pourquoi ne bouge-t-il pas alors qu'il a très largement le temps de sortir avec eux? Cess. Pourquoi est-ce que j'en ai encore quelque chose à foutre? La réponse à toutes ces questions et bien d'autres et dans l'autre pays du fromage. Bref, MacLeod et Louise Marcus de Flagstaff, Arizona sont maintenant aux prises avec l'armée des méchants. MacLeod, qui est, je le rappelle, un immortel qui ne craint pas les balles, laisse Louise se débrouiller toute seule pendant qu'il va affronter le méchant sans se presser. Waouh, c'est
étonnamment précis en termes de longueur de corde. Bagarre finale, cling des épées, évidemment Lambert gagne et décapite Katana, donc il redevient mortel, ça on est tous d'accord, il décapite le dernier immortel sur Terre et il redevient mortel, c'est pour ça qu'il est mortel au début du film d'ailleurs, et après ça il va dans le laser du générateur du bouclier et il est toujours en vie, ce qui signifie qu'il est toujours immortel, ça arrive même plus à m'énerver en fait, donc il y a un petit échange de sourires et c'est la fin. Mais non. Ah bah si, déjà parce que j'en ai marre, et en plus c'est la fin, il y a même un freeze frame tout pourri, c'est la fin. Non, c'est pas ça la fin. Non mais Gilles, j'ai le DVD, je te dis, c'est la fin. Ah ouais? Eh ben moi j'ai la VHS. Fort bien. Montre-moi. Ok, alors c'est génial. Alors, un peu d'explication d'abord. Il existe en effet, tu avais raison, Bouffon. plusieurs versions d'Highlander 2. Celle qu'on vient de voir ensemble est la première version sortie au cinéma. Mais il est vrai que dans certains cinémas en Europe et donc sur certaines VHS, le film comporte quelques scènes supplémentaires, dont une séquence de conclusion absente de l'original. Cette fin, la voici. J'aimerais bien voir ta maison. Est-ce qu'on peut la voir d'ici? Tu vois cette toute petite étoile à côté de la Lune? C'est là que je vais. Pause. Voilà. Juste pour ça, cet instant-là, ce plan précis de Christophe Lambert un peu transparent en lévitation qui demande à la fille qu'il aime de le suivre sur une lointaine planète, le film vaut le coup. Cet incroyable, mon Dieu, gigantesque moment est sûrement une des fins les plus gratifiantes de tous les temps. J'ai presque envie de l'imprimer et de le mettre dans mon portefeuille pour qu'à chaque fois qu'un truc de merde m'arrive dans la vie, je puisse le contempler en me disant « Wow !» Est-ce que c'est vraiment important? Je veux dire, cette fin, qu'on appelle la fairy tale ending, me fait sérieusement questionner le concept même de réalité. Mais en plus d'être un moment de cinéma en or massif, cette fin, comme souvent avec les fins alternatives, est révélatrice d'un processus de production chaotique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Russell Mulcahy, le réalisateur, a été très déçu du résultat de son film, si bien qu'il a même envisagé d'utiliser le nom d'Alan Smithy pour le signer. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Alan Smithy, voici une petite explication. Aux États-Unis, le syndicat des réalisateurs, la Directors Guild of America, refuse qu'un metteur en scène utilise un autre nom que le sien pour signer son film. Mais dans le cas où il a l'impression de s'être fait avoir par les producteurs, il peut être autorisé exceptionnellement à changer son nom pour Alan Smithy. C'est le seul autre nom utilisable, et ça date de 1955 pour la télévision et 1967 au cinéma pour le film Une poignée de plomb de Don Siegel. Le nom d'Alan Smithy est d'ailleurs ironiquement l'anagramme de The Alias Men, ce qui pourrait se traduire en français par les hommes pseudonymes. Voilà, c'est tout. Et les raisons pour lesquelles Russell Mulcahy avait honte du film sont répertoriées dans un documentaire promotionnel, Le charme de l'Argentine, qui s'appelle comme ça parce que le film a été tourné en Argentine. Perspicace. Là, on l'a déjà fait. Ce qui, au départ, semblait être une bonne idée pour des raisons pécuniaires, mais une crise économique au moment du tournage a complètement fait exploser le budget et le film a été confié à une compagnie d'assurance qui a apparemment tout fait pour terminer le tournage le plus vite possible. Nombre de scènes n'ont donc pas pu être tournées et certaines décisions ont été prises de façon complètement aléatoire, comme par exemple la couleur du ciel qui devait être bleue et qui est finalement rouge. Alors, ça vous paraît peut-être anecdotique, mais la couleur est quelque chose d'important, parce que c'est signifiant. Et non seulement les couleurs ont du sens, culturellement, ça tout le monde le sait, mais en plus elles sont des outils précieux pour tous ceux qui officient dans n'importe quel art visuel, comme vecteur d'émotion. Nous ressentons les couleurs, et changer la couleur du fond change forcément la palette d'émotions que le film essaie de transmettre. C'est aussi par exemple un outil pour guider l'attention du spectateur, puisque nous sommes plus sensibles à certaines couleurs qu'à d'autres. Et en plus de tout ce que je viens de dire, il y a quand même un truc qui saute aux yeux, c'est que les décors et la lumière ont été pensés pour un ciel bleu, ce qui donne un résultat tout crado, parce que bleu n'est pas rouge, et rouge n'est pas bleu, et si quelqu'un a envie de dire bleu et qu'on essaie de le forcer à dire rouge, il y a de fortes chances pour qu'il se retrouve par dire blouge. Et c'est pas un très joli mot. Bref, tout ça pour dire que je trouve ça franchement culotté de changer la couleur du fond de tout un film sans que ce soit justifié scénaristiquement. Donc vous pouvez trouver Le charme de l'Argentine en bonus sur l'édition DVD d'encore une autre version d'Highlander 2, putain ça n'en finit pas, qui s'appelle la Renegade Version, qui fait office de Director's Cut, et qui se veut donc plus proche de la vision du réalisateur. Le ciel est redevenu bleu et le film ne fait plus du tout référence à la planète Zeist. Ce qui... bon, déjà rend le film moins drôle, mais surtout ne le rend pas fondamentalement plus cohérent puisque reste la présence de Sean Connery au casting, présence qui s'explique d'ailleurs par le fait que Christophe Lambert refusait de participer au film sans lui parce qu'il trouvait le scénario mauvais. Pas très sympa de faire tomber les copains, monsieur Lambert. Alors il vient de nous tweeter, il dit « Je t'emmerde face de cul, hashtag c'est qui le padré, hashtag Hercule et Sherlock mieux que Beethoven ». Putain, il est encore sur ça. Et la présence de Ramirez dans le film donc est l'élément précis qui fait toute la spécificité d'Highlander 2. Bon, faire une suite... c'est pas évident. Bien sûr, beaucoup de réals et de producteurs pensent que ça l'est, puisqu'on peut très simplement capitaliser sur les personnages qui sont déjà installés et appréciés, donc ça enlève une étape dans le processus de nous convaincre. Mais ça ouvre aussi une porte vers un océan d'écueils, parce qu'un film prend toujours place dans un autre univers que le nôtre, quel que soit son degré de réalisme. Un film de fiction a une diégèse, une notion qui désigne l'univers interne d'une œuvre. Ça peut s'appliquer à n'importe quel art représentatif, mais le terme a été inventé pour le cinéma par Étienne Souriau en 1950. Et ce concept de diégèse est fondamental, et pour comprendre pourquoi, on va partir de sa définition par Étienne Souriau donc. La diégèse est tout ce qui est censé
se passer selon la fiction que présente le film. Tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. Donc on a déjà un indice sur ce qui fait l'importance de la cohérence diégétique. Ne pas respecter la diégèse, c'est prendre le risque que nous, spectateurs, nous pensions que la fiction est fausse, et que donc, nous arrêtions d'y croire. Mais je crois que ça va plus loin que ça, et pour vous en convaincre, laissez-moi vous montrer un petit film que j'ai tourné. Ah mais si. Ce que je veux dire, c'est que le cadre d'un film est admis par les spectateurs comme les limites de ce qu'on nous montre, pas de ce qui existe, et que tout ce qui est hors-champ n'en est pas moins réel. Et ce qui fait tout l'intérêt du hors-champ et donc de la diégèse, c'est que ça nous appartient à nous, spectateurs, et chacun de nous construit une vision plus ou moins détaillée et étendue de ce qui existe au-delà des limites du cadre. Il y a d'ailleurs fort à parier que cette vision change radicalement d'un spectateur à l'autre. La diégèse est donc un élément qui donne du pouvoir au spectateur et qui fait d'un film une œuvre partagée entre ceux qui la font et ceux qui la voient. Et faire une suite, donc ajouter un texte au canon, ça veut dire prendre le risque de donner une vision plus étendue de l'œuvre, qui peut donc potentiellement entrer en contradiction avec celle d'un certain nombre de spectateurs. Et plus les concepts auxquels on retouche sont fondamentaux, plus on perd de spectateurs, simplement parce qu'ils se sentent dépossédés du film et qu'ils ont l'impression qu'on s'en prend à l'univers qu'ils ont eux-mêmes participé à construire. Et là est le génie de la présence de Sean Connery dans Highlander 2. Parce qu'évidemment, on est tolérant jusqu'à un certain degré, et on comprend facilement que des libertés scénaristiques parfois sont nécessaires à la qualité du film. Mais là, le fait que Ramirez puisse ressusciter bafoue la règle fondamentale de l'univers d'Highlander. Quelque chose sans quoi déjà le premier film ne peut pas exister, mais surtout qui est la raison pour laquelle il avait un intérêt. Tout le premier film repose sur le fait que les immortels meurent quand on les décapite, et avant la sortie d'Highlander 2, le premier film représentait l'intégralité du canon de la franchise. Donc le contredire contredit tout l'univers de fiction Highlander. Pour l'anecdote, le terme canon vient de canon biblique, donc vous comprendrez aisément son caractère immuable et sacré. Alors certes, certaines choses ne veulent simplement pas mourir, mais là, non, faut pas déconner quoi, là on est face à un film qui essaye de courber l'espace-temps. Ce film ne peut pas exister. Ou alors s'il existe, il vient forcément d'un autre univers. C'est vrai. Il y a plus que ne discerne l'œil, tu sais. Oh merde. Tu as raison, ton univers n'est pas le seul. Le film que tu as vu t'a été envoyé. Par qui? Tu le sauras, bien assez tôt. Mais pour ça, tu dois me suivre. Ok. Où ça? Le monde que tu connais n'est qu'un infime fragment d'un grand tout. Imagine d'autres mondes inexplorés où tout serait possible. La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Attends, c'est pas Sliders, ça? Non, ceci est une création originale. Toute ressemblance avec des contenus existants serait purement fortuite. Êtes-vous prêt à me suivre, Gilles? Non, j'ai pas envie et je trouve ça ridicule. Moi, je viens! Jérémy? Alors moi, oui, mais par contre, faudrait voir en termes de carte UGC, parce que j'ai une carte UGC... Et surtout toi, Kamel de Biche. Shotgun! Chevrolet, take me down to San Jose. Chevrolet, take me down to San Jose. Super, je vais t'appeler personnage fonction, c'est plus court. Alors pendant que MacLeod et Louise Marcus de Flagstaff Arizona discutent, enfin je sais pas si ça s'appelle discuter en fait. Quelle nuit? Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que je fais ça tous les samedis soirs? Disons que c'est une espèce de magie. Non, c'est pas de ça que je parle. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc ils échangent aléatoirement des lignes de dialogue, et pendant ce temps, à Zeist... Non, pas ce Zeist-ci, ce Zeist-là, le général Katana décide de venir lui-même sur Terre défoncer MacLeod parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et prouver à quel point il a la haine contre la société en faisant foncer un métro à une vitesse qui décoiffe bébés et mannequins. Pendant ce temps, Ramirez en Écosse se fait faire un costume et fonce prendre un avion, ce qui l'effraie puisqu'il ne sait pas ce qu'est un avion, et accessoirement que les vidéos de sécurité sont réalisées par un enfoiré complètement psychopathe dans un ciel de l'enfer des effets spéciaux au-dessus du désert écossais. Et je pense que toutes ces distractions ne sont là que pour nous empêcher de nous poser la seule et unique question qui devrait obséder vos esprits au moment où je parle. Pourquoi un extraterrestre qui a voyagé des millions d'années-lumière, je suppose, a-t-il peur d'un avion? Après, c'est pas parce que c'est un extraterrestre qui connaît les avions. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Bah ça! T'as juste dit ça, c'est quoi, et après tu nous as regardé sans bouger? Attends, vous voulez dire que toutes ces images sont dans ma tête? Après ça, on a une double réunion, Katana et le patron de la multinationale forment une alliance des méchants, et Juan Sanchez Villalobos Ramirez retrouve Connor MacLeod du clan des MacLeod et Louise Marcus de Flagstaff Arizona. Ça papote, et finalement les gentils lancent l'assaut sur le repère des méchants, où ils sont accueillis par 200 chargeurs qu'on leur vide dans la gueule, ce qui fait qu'on les envoie à la morgue. Allez-y, vous en mourrez d'envie.
Général Katana, on les a eus. Parfait, demande à tes gardes de leur trancher la tête. Ok les gars, il faut bien leur trancher la tête. Et c'est gagné. Ouais. On constate qu'ils ont malgré tout réussi à planquer Louise dans le coffre de la bagnole sans qu'elle se prenne une seule balle. Alors ça, c'est une technique d'esquive des steaks nazes. C'est Gilles qui m'a montré. C'est comme ça. Bref, ils se réveillent à la morgue sans que personne donc ne leur coupe la tête, mais se retrouvent malgré tout très vite pris au piège par le méchant patron, ce qui pousse Ramirez à se suicider en utilisant le pouvoir de l'amitié pour que les deux autres puissent s'en sortir. Musique! Non, monsieur le régisseur moustachu farfelu, aucun air de cornemuse ne m'empêchera de me poser ces questions. Unu, pourquoi Ramirez a soudain le pouvoir de repousser les ventilateurs? Du, pourquoi meurt-il alors qu'il ne s'est pas fait couper la tête? Tri, pourquoi a-t-il le pouvoir d'ouvrir la porte par la pensée? Gvar, si il a le pouvoir d'ouvrir la porte par la pensée, pourquoi ne se contente-t-il pas juste d'ouvrir la porte par la pensée? Gvin, pourquoi ne bouge-t-il pas alors qu'il a très largement le temps de sortir avec eux? Cess, pourquoi est-ce que j'en ai encore quelque chose à foutre? La réponse à toutes ces questions et bien d'autres et dans l'autre pays du fromage. Bref, McCloud et Louise Marcus de Flagstaff, Arizona sont maintenant aux prises avec l'armée des méchants. McCloud, qui est, je le rappelle, un immortel qui ne craint pas les balles, laisse Louise se débrouiller toute seule pendant qu'il va affronter le méchant sans se presser. Waouh, c'est étonnamment précis en termes de longueur de corde. Bagarre finale, cling les épées, évidemment Lambert gagne et décapite Katana, donc il redevient mortel, ça on est tous d'accord, il décapite le dernier immortel sur Terre et il redevient mortel, c'est pour ça qu'il est mortel au début du film d'ailleurs, et après ça il va dans le laser du générateur du bouclier et il est toujours en vie, ce qui signifie qu'il est toujours immortel, ça arrive même plus à m'énerver en fait, donc il y a un petit échange de sourires et c'est la fin. Mais non. Ah bah si, déjà parce que j'en ai marre, et en plus c'est la fin, il y a même un freeze frame tout pourri, c'est la fin. Non, c'est pas ça la fin. Non mais Gilles, j'ai le DVD, je te dis, c'est la fin. Ah ouais? Eh ben moi j'ai la VHS. Fort bien. Montre-moi. Ok, alors c'est génial. Alors, un peu d'explication d'abord. Il existe en effet, tu as organisé ses pensées, donc ce moment précis est l'instant où ils sont partis en couille. Ils ont complètement pété un câble, c'est dingue, donc en quelques secondes à peine, on a eu Christophe Lambert qui se met à penser avec une voix de vue alors qu'on l'a déjà entendu penser avec une voix normale. Plus de soleil. Plus d'étoiles. Oui, je m'en souviens. La voix de Sean Connery qui communique avec lui de l'au-delà. Souviens-toi, Highlander. Et surtout... Zeist. Jérém, je crois que la drogue était effectivement la solution. Donc, à partir de là, le film décide d'effacer intégralement le premier. Comme ça, d'un revers de la main, rien à foutre, Zeist. Pourquoi les immortels sont des extraterrestres alors qu'ils sont complètement humains dans le premier film? Zeist. Pourquoi McCloud et Ramirez se connaissaient aussi bien il y a 500 ans alors qu'on les voit se rencontrer pour la première fois en 1541? Zeist. Et que Ramirez est mort la même année? Zeist. Pourquoi n'est-il fait aucune référence au fait que ce même Ramirez soit né en 896 avant Jésus-Christ? Zeist. Un mot qui signifie « on t'emmerde ». On t'emmerde à fond, mon gars. On en a rien à branler que le premier film existe. On est dans un autre délire, nous. On est des fous. T'es pas content? Bah fais-le, ton Highlander 2. Vas-y, connard, fais-le. Fais-le sans Christophe Lambert. Fais-le sans pognon. Ruine-toi. Ruine-toi pour qu'on puisse te foutre un procès au cul pour plagiat, enfoiré de fan de merde. Et c'est aussi une petite ville aux Pays-Bas dans la province d'Utrecht. Un endroit absolument charmant. Donc il y a 500 ans sur la planète Zeist, McCloud est désigné par Ramirez comme le sauveur, l'élu, le Jésus, le Superman, le Néo, l'Édouard Balladur, un intrus est caché dans la liste, qui a pour objectif de sauver le peuple de Zeist de la terrible tyrannie du méchant général Katana, un méchant encore plus méchant que les méchants de la multinationale, interprété par Michael Ironside, formidable acteur qui joue dans Scanners, Total Recall, Starship Troopers, Le goût des autres ou encore Un air de famille. Donc la révolution que fomentaient McCloud et Ramirez tombe à l'eau très rapidement, je dirais que ça dure à peu près 4 secondes, et ils sont punis par le conseil des sages télépathes. Vous, les meneurs de la rébellion, avez été convaincus de trahison envers notre gouvernement. Parce que les personnages télépathes sont un fantastique moyen de tourner une scène avant d'en avoir écrit les dialogues et ensuite d'enregistrer leur voix en post-production pour faire dire aux personnages ce qu'on veut. Une autre technique utilisée notamment dans Cinéman de Yann Moix consiste à tourner les scènes normalement et à coller dessus des dialogues qui n'ont rien à voir en espérant que personne ne s'en rendra compte. Non mais Alice, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait Alice Delou? Vous pouvez retrouver ces techniques et presque une autre dans le livre Les 2 astuces et demie du scénariste de merde de Christian Racé, sorti aux éditions Bref, les sages ventriloques condamnent nos héros à l'exil sur Terre où ils seront immortels jusqu'à ce qu'on leur coupe la tête, blablabla, on connaît. De retour sur Terre donc 500 ans plus tard, McCloud rencontre la chef des écolos qui lui explique qu'il y a quelque chose de louche avec la société Bouclier. Ils ont à peine le temps de faire connaissance qu'ils sont interrompus par les hyènes du Roi Lion. 2 assassins envoyés par le général Katana pour tuer McCloud. Question. Oui. Pourquoi il a attendu 500 ans pour envoyer des tueurs?
Zeist. Donc MacLeod planque la rebelle dans une poubelle juste sous les yeux des méchants, qui je le rappelle sont des tueurs professionnels envoyés par un seigneur des ténèbres venu d'une autre planète pour assassiner un guerrier légendaire, mais qui ont encore un peu de mal quand il s'agit de toucher un vieillard qui s'enfuit à petite foulée. Et après quelques cabrioles ma foi du plus bel effet, MacLeod les décapite l'un après l'autre. Le premier coupage de tête a pour effet de lui rendre son immortalité et sa jeunesse, parce que Zeist, et le second de ressusciter Ramirez en hurlant son nom, ce qui tire un éclair qui rebondit sur le bouclier et fait revenir ce dernier du monde des morts en plein milieu d'une représentation d'Hamlet en Écosse. Musique. Non, monsieur le régisseur moustachu farfelu, vous ne m'aurez pas avec vos subterfuges formels. Il n'y a pas un seul air de cornemuse qui peut me faire oublier ça. Il a été décapité. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Et quand un immortel se fait décapiter, il meurt. C'est la règle, faut s'y faire. On décapite un immortel, il meurt, point. Alors oui, maintenant que vous le soulignez, ça paraît un peu couillon, mais c'est comme ça. Arrêtez de faire les enfants et admettez ce simple fait. On est dans Highlander, pas dans Candyman. Prononcer le nom d'un mort ne le fait pas revenir à la vie. Et merde, même si c'était le cas, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Pourquoi attendre plusieurs dizaines d'années pour le ressusciter alors qu'il aurait pu visiblement le faire à chaque fois qu'il a décapité un immortel, ce qui arrive déjà un paquet de fois dans le premier film. Monsieur MacLeod, excusez-moi de vous le dire comme je le pense, mais vous êtes bien ingrat. Oh mon dieu, attention derrière toi, une intrigue amoureuse. Ok, il lui a donc suffi d'approximativement 12 secondes pour choper l'unique personnage féminin du film, qui était pourtant, ma foi, jusque-là plutôt traité comme un personnage fort, donc c'est assez surprenant quoi qu'on ait besoin de la rusher en intérêt amoureux du héros. Je suis Louise Marcus de Flagstaff, Arizona. Vous avez raison, bouffon. Plusieurs versions d'Highlander 2, celle qu'on vient de voir ensemble est la première version sortie au cinéma, mais il est vrai que dans certains cinémas en Europe et donc sur certaines VHS, le film comporte quelques scènes supplémentaires, dont une séquence de conclusion absente de l'original. Cette fin, la voici. J'aimerais bien voir ta maison. Est-ce qu'on peut la voir d'ici? Tu vois cette toute petite étoile à côté de la Lune? C'est là que je vais. Pause. Voilà. Juste pour ça. Cet instant-là, ce plan précis de Christophe Lambert un peu transparent en lévitation qui demande à la fille qu'il aime de le suivre sur une lointaine planète, le film vaut le coup. Cet incroyable, mon dieu, gigantesque moment est sûrement une des fins les plus gratifiantes de tous les temps. J'ai presque envie de l'imprimer et de le mettre dans mon portefeuille pour qu'à chaque fois qu'un truc de merde m'arrive dans la vie, je puisse le contempler en me disant « Wow !» Est-ce que c'est vraiment important ? Je veux dire, cette fin, qu'on appelle la fairy tale ending, me fait sérieusement questionner le concept même de réalité. Mais en plus d'être un moment de cinéma en or massif, cette fin, comme souvent avec les fins alternatives, est révélatrice d'un processus de production chaotique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Russell Mulcahy, le réalisateur, a été très déçu du résultat de son film, si bien qu'il a même envisagé d'utiliser le nom d'Alan Smithy pour le signer. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Alan Smithy, voici une petite explication. Aux États-Unis, le syndicat des réalisateurs, la Directors Guild of America, refuse qu'un metteur en scène utilise un autre nom que le sien pour signer son film. Mais dans le cas où il a l'impression de s'être fait avoir par les producteurs, il peut être autorisé exceptionnellement à changer son nom pour Alan Smithy. C'est le seul autre nom utilisable, et ça date de 1955 pour la télévision et 1967 au cinéma pour le film Une poignée de plomb de Don Siegel. Le nom d'Alan Smithy est d'ailleurs ironiquement l'anagramme de The Alias Men, ce qui pourrait se traduire en français par les hommes pseudonymes. Voilà, c'est tout. Et les raisons pour lesquelles Russell Mulcahy avait honte du film sont répertoriées dans un documentaire promotionnel, Le charme de l'Argentine, qui s'appelle comme ça parce que le film a été tourné en Argentine. Perspicace. Là, on l'a déjà fait. Ce qui, au départ, semblait être une bonne idée pour des raisons pécuniaires, mais une crise économique au moment du tournage a complètement fait exploser le budget et le film a été confié à une compagnie d'assurance qui a apparemment tout fait pour terminer le tournage le plus vite possible. Nombre de scènes n'ont donc pas pu être tournées et certaines décisions ont été prises de façon complètement aléatoire, comme par exemple la couleur du ciel qui devait être bleue et qui est finalement rouge. Alors, ça vous paraît peut-être anecdotique, mais la couleur est quelque chose d'important, parce que c'est signifiant. Et non seulement les couleurs ont du sens, culturellement, ça tout le monde le sait, mais en plus elles sont des outils précieux pour tous ceux qui officient dans n'importe quel art visuel, comme vecteur d'émotion. Nous ressentons les couleurs, et changer la couleur du fond change forcément la palette d'émotions que le film essaie de transmettre. C'est aussi par exemple un outil pour guider l'attention du spectateur, puisque nous sommes plus sensibles à certaines couleurs qu'à d'autres. Et en plus de tout ce que je viens de dire, il y a quand même un truc qui saute aux yeux, c'est que les décors et la lumière ont été pensés pour un ciel bleu, ce qui donne un résultat tout crado, parce que bleu n'est pas rouge, et rouge n'est pas bleu, et si quelqu'un a envie de dire bleu et qu'on essaie de le forcer à dire rouge, il y a de fortes chances pour qu'il se retrouve par dire blouge. Et c'est pas un très joli mot. Bref, tout ça pour dire que je trouve ça franchement culotté de changer la couleur du fond de tout un film sans que ce soit justifié scénaristiquement. Donc vous pouvez trouver Le charme de l'Argentine en bonus sur l'édition DVD d'encore une autre version d'Highlander 2, putain ça n'en finit pas, qui s'appelle la Renegade Version, qui fait office de Director's Cut, et qui se veut donc plus proche de la vision du réalisateur. Le ciel est redevenu bleu et le film ne fait plus du tout référence à la planète Zeist. Ce qui... bon, déjà rend le film moins drôle, mais surtout ne le rend pas fondamentalement plus cohérent puisque reste la présence de Sean Connery au casting, présence qui s'explique d'ailleurs par le fait que Christophe Lambert refusait de participer au film sans lui parce qu'il trouvait le scénario mauvais. Pas très sympa de faire tomber les copains, monsieur Lambert. Alors il vient de nous tweeter, il dit « Je t'emmerde face de cul, hashtag c'est qui le padré, hashtag Hercule et Sherlock mieux que Beethoven ».
Putain, il est encore sur ça. Et la présence de Ramirez dans le film donc est l'élément précis qui fait toute la spécificité d'Highlander 2. Bon, faire une suite, c'est pas évident. Bien sûr, beaucoup de réals et de producteurs pensent que ça l'est, puisqu'on peut très simplement capitaliser sur les personnages qui sont déjà installés et From Hollywood, the dating capital of the world, it's the Dating Game. Here's the star of our show and your host, Jim Lange. Hey! Thank you. Thank you very much. Thank you. Jim Lange présente l'équivalent américain de tournée-manège où une femme doit choisir un homme avec qui elle accepte un rendez-vous. And welcome to the dating game. Le 13 septembre 1978, c'est Cheryl qui doit choisir entre Rodney, Jed et Armand. Elle choisit Rodney. Il gagne un voyage dans un parc d'attractions et des cours de tennis, mais après le tournage, elle refuse le rendez-vous. Elle apprendra 2 ans plus tard que Rodney Alcala était un tueur en série, coupable de plusieurs dizaines de meurtres. Could you say hello to Cheryl, please? We're gonna have a great time together, Cheryl. Le 26 mai 2013, un remorqueur fait naufrage au large du Nigeria lors d'une opération. 2 jours plus tard, des plongeurs sud-africains descendent à 30 mètres de profondeur pour fouiller l'épave et récupérer les corps des 12 membres de l'équipage. Ils en trouvent 10, et Harrison Okene, le cuisinier, qui est retrouvé vivant dans une bulle d'air dans laquelle il a passé 2 jours à moitié nu, sans nourriture, à réciter des psaumes que sa femme lui avait envoyés la veille. Le Guinness Book des records indique que Roy Sullivan, un ranger au parc national de Shenandoah, est l'homme qui a le plus été touché par la foudre. Il a été frappé 7 fois, et la 6e fois que ça lui est arrivé, il a eu l'impression d'être poursuivi par un nuage et a essayé de s'enfuir. Mais il s'est fait frapper quand même. Mais pourquoi tu me racontes tout ça? Juste pour te faire comprendre que certaines choses ne veulent simplement pas mourir. Échec et mat. Oh non! C'est qui le plus fort? Batman. Ouais, c'est Batman. Donc Highlander 2 Le Retour est un film franco-britannique sorti le 12 avril 1991 au Royaume-Uni et c'est la suite du premier Highlander. Perspicace. Et Merspi répare. Et me voici donc bien embêté car vous comprendrez aisément que je suis obligé de résumer Highlander pour pouvoir commencer à vous parler d'Highlander 2, mais en même temps je me doute qu'une grande partie d'entre vous connaît déjà Highlander. Je propose donc à ceux qui sont déjà familiers avec le premier film de concentrer leur attention sur le coin inférieur droit de l'écran pendant la séquence qui va suivre. Donc Highlander raconte l'histoire de Connor MacLeod, un Écossais du XVIe siècle qui est tué sur le champ de bataille mais qui, à la surprise de son clan, ressuscite. Il est chassé pour sorcellerie et rencontre pendant son exil Ramirez, un Égyptien interprété par Sean Connery, qui lui apprend qu'ils sont tous les deux immortels, que lui est né en 896 avant Jésus-Christ, que l'immortalité est une malédiction et que le seul moyen de s'en débarrasser est de décapiter d'autres immortels jusqu'à rester le dernier immortel en vie. Ramirez est tué pendant un combat contre le méchant du film. Le temps passe, MacLeod traverse les époques jusque dans les années 80 où il arrive à tuer le méchant, ce qui fait de lui le dernier immortel sur Terre et il redevient donc mortel. Une fin claire, nette et précise, sauf que certaines choses, Jérémy, certaines choses ne veulent pas, ne veulent pas Moulin Rouge. Bon, Highlander 2 est réalisé par Russell Mulcahy, réalisateur australien du premier Highlander, qui est également à l'origine d'à peu près 7 milliards de trucs différents aussi variés que The Shadow, un film de super-héros avec Alec Baldwin, des épisodes des Contes de la Crypte, Resident Evil Extinction, le clip de Video Kill The Radio Stars des Buggles, quelques films sur les momies dont Le Roi Scorpion 2 et Razorback, un film avec un sanglier géant qui fout la merde en Australie. Mais évidemment, de tous ces films, on retiendra surtout Highlander, qui malgré un succès commercial très mitigé à l'international, à part en France, a connu un second souffle lors de son exploitation en vidéo, et face à cet enthousiasme, une suite était bien évidemment à redouter. Quoi de plus normal? Un ornithorynque. Sur un hippopotame. Sur un ornithorynque. Sur Jérémy, qui fait de la capoeira, sur Gilles, qui fait du coupé-décalé. Sur un ornithorynque. Parce que faire une suite à un film dont tout le principe repose sur le fait qu'il ne peut en rester qu'un et qu'à la fin il n'en reste effectivement qu'un est clairement une très étrange idée. Mais à l'improbable, nul n'est tenu et les procès d'intention c'est pas mon genre. C'est donc avec des yeux remplis de tolérance que je vous demande de me suivre dans ce curieux projet qu'est Highlander 2, Le Retour. Donc Highlander 2 commence par une petite scène d'introduction qui contextualise le film. Nous sommes dans le futur, en 1999, où le trou dans la couche d'ozone met en péril la survie de l'humanité. Une poignée de scientifiques menée par Connor MacLeod décide en dernier recours de mettre en place un bouclier tout autour de la Terre pour protéger cette dernière des radiations du Soleil. On se souviendra de ce jour pendant des siècles. Le jour où la planète sera enfin à l'abri du Soleil. Bon, pour moi, une Terre à l'abri du Soleil, c'est une Terre morte, mais en même temps, je suis pas un scientifique du futur, donc ils enclenchent le bouclier, et attention, va y avoir une ellipse. Ah chouette! Tiens, c'est pour regarder l'ellipse sans se faire mal aux yeux quand la station Mir va tomber sur Paris. Ah mais t'es complètement niqué de la tête en fait. Voilà, donc on se retrouve 25 ans plus tard, plus de soleil, plus de lumière, et c'est beaucoup plus dur pour la maquilleuse de faire son travail. Donc c'est ici, dans un futur apocalyptique peuplé de figurants en roue libre, Hey, ça c'est ma bite! c'est sa bite, man, que va se dérouler l'intrigue du film. On apprend par un flash info que la multinationale Bouclier, dont je vous laisse deviner l'activité,
Quelque chose dans le jardinage? Exerce un monopole sur les prix de l'énergie, ce qui rend l'humanité entièrement dépendante d'elle. Face à cela, une organisation écologiste menée par un personnage interprété par Virginia Madsen, une actrice que j'aime beaucoup notamment pour son rôle dans l'excellent film d'horreur social Candyman, et si vous n'avez pas vu Candyman, j'en profite pour vous le recommander très vivement, pirate la corporation afin de récupérer des informations compromettantes sur cette dernière, et découvre que le bouclier autour de la Terre n'est plus nécessaire depuis un moment déjà puisque le trou dans la couche d'ozone s'est résorbé et que le niveau de radiation est redevenu normal. Alors voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours les méchantes corporations contre le pauvre petit peuple. Non, il serait temps de sortir de ces clichés, je veux dire, dans la vraie vie ça arrive jamais ça. Non mais les gars, personne n'est aussi méchant. Ok, allez-y, trouvez-moi des exemples. California's attempt to deregulate energy markets became a disaster for consumers when companies like Enron manipulated the West Coast power market and even shut down plants so they could drive up prices. Ok, c'est vrai, il y a eu des crapuleries, mais c'est surtout une histoire de représentation. Regardez, là, on nous les montre en train de se moquer des gens qui privent d'énergie, et ils prennent clairement plaisir à les voir souffrir. Personne ne peut être aussi cynique devant la douleur de... During California's rolling blackouts, when streets were lit only by headlights, and families were trapped in elevators, Enron energy traders laughed. Those guys, just cut them off. They're so They should just bring back horses and carriages and lamps. I know, kerosene lamps. What money you guys stole from those poor grandmothers of California? Yeah, Grandma Millie, man. Yeah, now she wants money back for all the power you charged jammed right up her ass for $250 a megawatt hour. Putain de merde, le vieux Christophe Lambert avait raison, on a complètement niqué le monde. Marty s'est fait voler l'almanach, il y a plus aucune échappatoire. Biff, c'est Donald Trump, Biff. T'inquiète pas. Tu peux toujours te réfugier dans la drogue. Bref, je dois admettre que je suis plutôt sur le cul. Déjà parce que le film occulte complètement l'idée des immortels, ce qui est vraiment courageux, et en plus parce qu'ils ont l'air de vouloir transformer la licence en fable d'anticipation. Et ça, c'est un parti pris franchement très surprenant. J'avoue que je m'attendais pas à me retrouver devant un film engagé. Et puis, au-delà de ça, malgré quelques approximations techniques et un style assez daté, il y a des vraies idées de mise en scène, parfois très élégantes. Genre là, c'est un plan à la grue assez stylé qui va se terminer sur... Souviens-toi, Highlander. Souviens-toi de ta patrie. Une autre galaxie. Tu as été choisi. Te souviens-tu ? Oui, je m'en souviens. Zeist, le commencement. Il y a 500 ans. Sur la planète Zeist. Nous préparions une rébellion. Nous nous voyions en secret, en faisant toujours attention d'éviter notre ennemi mortel, le général Katana. Ok. Alors, on respire un grand coup et on essaie de